J'ai peut-être déjà posé la question, mais Marc-Antoine, tu n'étais pas là, donc ça va être pertinent. Avez-vous déjà marqué dans votre but, que ce soit au hockey ou dans un autre sport? Avez-vous déjà fait un own goal? Ben là, dans la vie en général, là, si, s'il faut aller dans la Ben, philosophie tout de suite à sept c'était heures du matin, non, non, c'était pas je te dirais métaphorique. oui, mais OK. Non, c'était Au pas hockey, métaphorique, non. là. Je parlais vraiment à la mettre dans ton but, là. La Non, rondelle. Moi, le non. ballon, J'en ai moi, pas ça mis m'est déjà arrivé. suffisamment dans ouais, j'en ai pas mis suffisamment dans l'autre but, mais heureusement, j'en ai jamais mis une dans mon but à moi. Fait que ça fait un pas pire. Enfin, ça teinte le bilan, disons ça. OK. Martin, C'est as-tu ça, déjà. Ben, au exactement. baseball, tu peux pas marquer dans ton but. Non, mais écoute, ça m'est déjà arrivé dans un 7e match de finale junior élite. Je lançais 3 coureurs sur les coussins, un roulant qui a été frappé, je lançais. Un roulant qui a été frappé directement dans mes mains. C'était un jeu facile, là, attraper la balle, lancer au marbre, la manche était terminée. Puis la balle m'a échappé. Fait que obligé de précipiter mon lancer au marbre. Le point a marqué et on a perdu. On a Ah, perdu. on a Mais perdu. c'était à peu près l'équivalent. C'est à peu près l'équivalent. C'est à peu près l'équivalent de marquer dans son but. Ça ressemble, ouais. Non, je pose la question parce qu'hier, quand j'ai vu Dylan Strome assassiner son propre gardien, je me suis demandé qu'est-ce qui est pire? C'est marquer dans ton but ou blesser ton gardien de cette manière, avec tant de. Tu sais, Chris Kreider-iser ton propre gardien. Tu sais, je pense que ça, c'est pire. Parce qu'un but, c'est un Oui, but. Mais je là, pense tu viens que de. Alex, je te dirais que pour citer un ancien entraîneur coloré québécois, poser la question, c'est y répondre. Ouais, Fait c'est que, ça, hein? je pense que dans ce cas-ci, là, l'absence potentielle de Logan Thompson pour la suite de la série, c'est énorme. Ça pourrait vraiment changer le cours de la série. Tu sais, j'ai l'impression que même si tu sais, Montembeault était clairement trop amoché pour continuer le match de son côté, ça a été fait de façon plus graduelle. Il y a eu toute une séquence de jeu qui a dû durer quoi, 6 minutes environ entre deux arrêts télé pour qu'ils prennent la décision finalement de quitter la rencontre. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais la violence du coup de Strome puis le résultat net qui était que Logan Thompson était incapable de mettre du poids sur sa jambe gauche au moment de quitter la patinoire, ça suggère qu'il a plus de chances de rater des matchs pour la suite de la série que Montembeault. Peut-être que les deux vont rater, mais je pense que ce qu'on a vu hier, euh, dans les multiples angles, les multiples rebondissements de cette rencontre-là, le départ ou les blessures aux deux gardiens de but partants, je pense que Ouais. ça a été un moment marquant de cette série-là. Fait que Et j'ai je veux juste bien hâte de voir insister. ce qui va arriver. Mais oui, ben, puis on va en parler évidemment. On va en parler pendant au moins 25 minutes. De là, on va vider la question là, de bout en bout. Mais je vais insister sur tu sais, l'aspect. Je faisais référence à marquer dans son propre but parce que moi, ça m'est arrivé. Quand tu marques dans ton propre but, tu te sens pas bien. Tu sais, tu te sens. Ah oui, tu C'est te pas un bon Steve sentiment. Smithies, là, ben oui. C'est pas un bon sentiment. Et là, ce sont des coéquipiers, évidemment. Il y a un esprit d'équipe, là, j'imagine, mais ça doit être difficile de pas trouver. Ça doit être difficile de pas en vouloir à Dylan Strome quand tu joues pour les Capitals. Ça doit être difficile. Il faut que tu te forces un peu pour dire ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'imagine que Dylan est dans ses petits souliers. Ah, écoute, cet assaut-là sur son propre gardien, accidentel, était tellement parfait que si ça avait été commis par un joueur adverse, il aurait été convoqué au département de la sécurité des joueurs. Il aurait probablement été suspendu. Euh, Écoute, moi, je suis en train d'écrire une chronique là-dessus qui va être envoyée dans les minutes suivant notre enregistrement de balado. Moi, je pense que c'est le point de bascule dans cette série-là. On ne peut pas présumer de la suite de la série, mais si Logan Thompson ne revient pas, et je l'écrivais dans mes prédictions d'avant-série, dans ma prédiction d'avant-série, je disais, tu sais, Logan Thompson a été blessé dans le dernier mois. S'il n'avait pas commencé cette série-là ou s'il n'avait pas participé,
ça changeait complètement l'équilibre des forces. Ça, c'est un des gardiens qui a été les plus performants dans la Ligue nationale cette saison. Et là, avec Montembeault à son mieux, on jouait à armes égales. Moi, je pense que si ça devient un duel de gardiens réservistes, le Canadien a l'avantage. Dobèche, je pense que sa fiche cette saison ne correspond pas à la qualité du jeu qu'il a livré. D'ailleurs, je pense que les statistiques avancées disent qu'il a sauvé quelque chose comme 9 buts en seulement 16 matchs cette saison, ce qui est énorme. Puis Charlie Lindgren, c'est un gardien très combatif, mais c'est toujours un gardien qui a été très moyen durant sa carrière. Il ne fera pas pencher des matchs, à mon avis. Alors, ça a un peu l'effet pour les Capitals, cet accident-là. Si il s'avère que Thompson ne revient pas, ça va déséquilibrer un peu les Capitals, comme ça avait déséquilibré le Canadien quand Kreider avait frappé Price. Ils perdent un gars qui a un impact. Là. Il y avait un impact déjà dans cette série-là. Alors, ça va devenir une série très intéressante là, si le Canadien parvient à sortir avec une autre victoire dimanche. On va peut-être être parti vers un printemps inattendu. Vas-y, Marc-Antoine. Ouais. Dans le cas de Charlie Lindgren, je pense que l'année dernière, il a connu une saison excellente, selon ses propres standards, mais même à l'échelle de la Ligue nationale. Mais quand on regarde simplement les performances récentes, je pense que ça compte pour beaucoup dans la psyché d'une équipe, c'est que dans les derniers matchs de la saison régulière, Thompson était sur le carreau, Lindgren a été obligé de prendre le relais de façon régulière, puis les Capitals se sont mis à accorder beaucoup de buts, puis lui-même, ça a été difficile en fin de parcours, donc c'est pas le Charlie Lindgren de la saison dernière non plus. En ce moment, c'est plutôt un Charlie Lindgren qui a régressé vers la moyenne, qui a régressé vers c'est même peut-être légèrement en dessous de la moyenne. Donc, si c'est ce gardien-là que le Canadien affronte à compter de maintenant, celui qui a fait en sorte que les Capitals ont donné en moyenne 4 points quelques buts à leurs 12-13 derniers matchs de saison régulière, ben là, c'est vrai que ça change la donne. Alors, j'ai bien hâte de voir, mais Dobèche, s'il devait être d'office devant le filet du Canadien pour les prochains matchs, c'est un mystère total. On ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'il y a des matchs où, je pense entre autres un match que j'ai couvert à Calgary, où il a réussi un blanchissage, mais ça a été tellement acrobatique et éparpillé comme performance que tu dis, ça a été le blanchissage le plus risqué auquel j'ai déjà assisté. Alors, mais, en d'autres matchs, il y a eu d'autres matchs où est-ce que Dobèche, même s'il donnait un but ou quoi que ce soit, était dominant. Alors, quel visage on va voir de Dobèche s'il doit poursuivre dans cette série-là? Pour moi, c'est vraiment une carte inconnue dans cette série-là, mais ça pimente le tout. Je trouve ça super le fun. Ça ajoute tellement de drame à ce premier tour-là. C'est fascinant. Dobèche, jusqu'à un certain point, il me fait penser à Jordan Binnington, qui n'a pas un style lisse devant le filet. C'est carré un peu. Mais c'est un gars très combatif, puis il est gros en plus physiquement. Il est imposant physiquement. Et je sais pas, il me semble qu'on a une culture à Montréal, en tout cas, ceux qui suivent le hockey depuis longtemps le savent. On a une culture qui fait en sorte qu'insérer un nouveau venu devant le filet dans des moments importants, ça a souvent tourné, ça a souvent bien tourné. Regarde, on verra, là, mais j'ai hâte de voir, et ça pourrait peut-être virer en science-fiction aussi, cette série-là, parce que si Samuel Montembeault doit s'absenter de la série, j'imagine que Caden Primo va être rappelé du Rocket. Alors, on pourrait se retrouver avec une série où on aurait d'impliquer Jakub Dobèche, Caden Primo et Charlie Lindgren, trois anciens gardiens du Rocket de Laval. C'est quand même incroyable. Alors, on ne sait jamais à quoi s'attendre dans le monde du sport, et ça, c'est un bel exemple. Bon, j'ai dit qu'on allait en parler en long et en large tantôt, mais faisons ça tout de suite. On va vider la question. Donc, c'est ça le scénario, parce que je lisais, c'est difficile d'imaginer, c'est ça, que s'il fallait que Montembeault s'absente, c'est difficile d'imaginer un autre gardien venir appuyer Dobèche que Primo. Ben, ça peut pas être quelqu'un d'autre parce que Jacob Fowler a un contrat amateur un contrat de la Ligue américaine pour terminer la saison. Il n'est pas admissible à être appelé pour jouer des matchs avec le Canadien ce printemps. Donc,
c'est déjà prévu qu'il va finir l'année avec le Rocket. Je pense que le scénario auquel on assiste présentement n'a pas été... S'il a été soulevé, il n'a pas été retenu. Donc, le seul gardien que le Canadien peut rappeler, c'est Primo. Et il ne peut pas faire signer un contrat à un gardien. Je ne pense pas. Ben, écoute, non, parce qu'il y a mais déjà, pourquoi déjà un il se contrat. casserait la tête? Non, mais je parle hypothétiquement. Là. Tu vois, on parle de Fowler, mais mettons, je ne sais pas, il doit y avoir un scénario où est-ce que ils vont être obligés de faire garder les buts à chèvre-fils, si jamais... je ne connaissais pas ce gars-là, moi. C'est pour ceux qui se demandent, c'est celui C'est un policier. Ah ouais? C'est un policier. C'est celui qui est allé Absolument, s'installer sur le banc. Il y avait deux chances de rentrer dans le match hier. Une de chaque côté, c'est assez spectaculaire quand même comme situation. Mais oui, c'est le gardien d'urgence au Centre Bell depuis un bon moment déjà, depuis au moins 2023. Donc, il était là, il était prêt. Ouais. C'est ça, pour ceux qui se demandent, c'est le gardien d'urgence qu'on a vu à l'écran quand Montembeault a quitté. Bon, ben, on n'a pas, évidemment, à cette heure-ci, on enregistre samedi matin, on n'a pas, on ne sait pas, là. Autant pour Thompson que pour Montembeault, on n'a pas d'idée vraiment. On peut supposer, c'est vrai que Thompson a quitté, il avait l'air lourdement, atteint, mais c'est pas mal tout ce qu'on a, là. Oui, mais tu sais, on a vu sur le jeu, là, son coéquipier est tombé sur lui, sa jambe gauche était fléchie complètement, donc tout son poids, plus le poids de son coéquipier sur sa jambe gauche qui était complètement fléchie, ça annonce rien de bon pour un genou ou pour une cheville là, qui est prise dans un patin de gardien de but. Et dans les deux cas, écoute, pour qu'un gardien sorte d'un match et ne revienne pas... faut que la blessure soit assez sérieuse, puis ce serait étonnant qu'il y en ait un des deux qui revienne dans le prochain match. On leur souhaite à tous les deux de revenir, mais ce serait étonnant. OK, aujourd'hui, l'effet Jack-Eye. Combien de gardiens voulez-vous? Et c'est pour qui le réveil? C'est tellement hockey, épisode 401. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin, qui vient de se gagner un match numéro 5 à couvrir. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bon samedi, messieurs. Ben oui, samedi matin. Je m'appelle Alexandre Coupal. On pourrait peut-être commencer par ce qui ne s'est pas passé au Centre Bell. Vendredi, ça risque d'être plus rapide. Sérieusement, là, vous en avez du millage, là, un match comme ça, on n'en a pas vu beaucoup, là. Non, ça a été assez... pour reprendre l'expression de Bob Cole, hein, « Everything is happening », tout est arrivé. Ça a rendu ce match-là haut en couleur. Moi, honnêtement, c'est aisément parmi les 10 meilleurs matchs que j'ai couverts, les plus divertissants que j'ai couverts dans ma carrière. J'ai pas une mémoire extraordinaire, donc il y a certainement des moments qui auraient dû me marquer, puis que finalement que j'ai laissé par petits morceaux derrière moi, comme le petit pousset, mais dans ceux dont je me souviens de façon vive, ce n'était pas le 6e match contre Washington au temps du printemps à Lac en 2010, mais il y avait quand même quelque chose de survolté dans le Centre Bell. Tu sens que cette foule-là avait besoin de revoir du hockey des séries. Le Centre Bell n'a pas perdu le tour, n'a pas perdu la main dans sa façon d'apprécier un match de séries éliminatoires. Mais on vient de parler des gardiens de but. La bataille sur le banc des joueurs de Anderson puis Wilson, c'était fou raide. Puis aussi le fait qu'au milieu de tout ça, tu avais des joueurs qui avaient été un peu confrontés par les Capitals, confrontés par leur propre rendement. Juraj Slafkovský s'était auto-flagellé après le 2e match, puis vraiment, il était contrit par rapport au fait qu'il voulait être meilleur, puis il a été excellent dans son rôle. Il a vraiment aidé. C'est pas seulement qu'il a été la 3e roue sur le trio de Suzuki, il a été là, partie intégrante, rempli son rôle à merveille. Lane Hudson,
un peu, comment je pourrais dire, il a trouvé des solutions face à la lourdeur puis à la pression que les Capitals lui soumettaient, puis il a fait en sorte que il a généré beaucoup d'attaques du côté du Canadien. Fait que tout ça, ça a mis ensemble, ça a créé une soirée effervescente. Puis c'était le fun d'être là. Je sais pas pour toi, Martin, là, mais moi j'ai eu du fun d'être là. Non, c'est un des meilleurs, c'est un des meilleurs matchs que j'ai couvert pour toutes sortes de choses. Tu sais, ça faisait 7 ou 8 ans qu'on ne s'était pas retrouvé au Centre Bell dans un vrai match éliminatoire avec des gradins complets. Il y avait une ambiance spéciale. Et il y a eu beaucoup de changements de momentum. Tu sais, bien sûr, le Canadien a gagné, mais l'insertion de Jacky, je pense, a donné un petit tour d'épaule supplémentaire aux joueurs du Canadien. Là, dès la période d'échauffement, on a vu que les joueurs des Capitals étaient dérangés par la présence de Jacky. Il y en a plusieurs qui sont venus lui parler. Tom Wilson est venu lui parler 2 ou 3 fois près de la ligne rouge. Il y avait McGrath aussi qui n'a pas joué dans le match, qui a eu plusieurs conversations avec lui, du M de mémoire. Alors, juste cette présence-là, on a vu que là, le Canadien est passé du statut d'agressé à agresseur dans ce match-là. Il y a eu énormément de mises en échec, de distribuer. Combien? 40... combien Martin a dit après le match? 45? 45 mises en échec. C'est beaucoup de mises en échec. Josh Anderson a joué un match d'anthologie, à mon sens. Ça m'a rappelé des performances que j'ai vues de Bob Gainey à l'époque, là, où il prenait le contrôle de l'échec avant, où il martelait les défenseurs adverses. Il a été craint sur la patinoire durant toute la soirée. Le premier trio du Canadien, à mon sens, a joué le meilleur match depuis que cette unité-là a été assemblée. Dans un match de cette ampleur-là, de cette importance-là, ils ont été absolument dominants. Ils ont obtenu... Le Canadien, j'ai compté 19 chances de marquer dans le match. Les joueurs de ce trio-là ont obtenu 11 des 19 chances de marquer. Ils ont tiré... il y a quelqu'un qui est sorti pendant le point de presse. Oui, c'est moi qui ai sorti ça. Ils ont 19 tirs sur les 40 que le Canadien a dirigé. C'est la moitié des lancers de l'équipe. C'est du volume en tas, comme dirait Mousse Dupont. Ça a été une performance incroyable. On a parlé tantôt des deux gardiens qui se blessent. C'est quelque chose... Je ne me souviens pas d'avoir vu ça. J'ai vu des milliers et des milliers de matchs dans ma vie, de voir les deux gardiens sortir pour des raisons de blessure, les deux gardiens numéro 1 dans un match de séries éliminatoires. Alors, et ça aussi, ça peut être un point tournant. Alors, c'est ça. Et l'avantage numérique, un autre changement de momentum, l'avantage numérique a été revigoré complètement par le retrait de Patrick Laine et l'insertion d'Ivan Demidov. L'avantage numérique a généré 5-6 chances de marquer de qualité hier dans le match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'avantage numérique aussi dynamique que ça. Et ça, ce sont des graines qui sont semées pour le reste de la série. Fait que oui, un gros changement. Le Canadien qui offre une performance dominante, mais il y a beaucoup de petits facteurs qui sont arrivés dans ce match-là, qui, si on les empile les uns sur les autres, ça change le rapport de force dans cette série-là et ça va être très intéressant pour la suite. Ça a quasiment pas... Non, mais vas-y, Marc-Antoine. Oui, mais c'est parce que normalement, je sais que c'est toi qui poses des questions, Alexandre, mais j'ai besoin de vous poser la question parce que j'ai comme un dilemme éthique. Okay. C'est que quand Thompson s'est blessé en troisième période, puis qu'il a quitté la rencontre, la foule survoltée du Centre Bell a comme hué Thompson, a continué. Elle était sur son cas depuis un bon moment. Mais est-ce que c'est correct de huer un gars quand il quitte sur une patte ou, dans le fond, si tu décides d'être un environnement hostile pour l'adversaire, ben ça passe, puis on laisse les politesses à la maison, je sais pas. Il est pas mort. Ouais. Mais Martin et moi, on a des opinions différentes. Moi, comme huer Sidney Crosby, je trouve ça bien correct. Pour en avoir déjà discuté avec Martin, je pense que tu as des réserves. Oui, absolument. Quand huer un des meilleurs joueurs de la Ligue, alors qu'il n'a rien fait de répréhensible sur la patinoire, je trouve ça épouvantable. De la part d'une foule de connaisseurs, je trouve ça épouvantable. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Marc-Antoine. Habituellement, quand un gars se blesse, l'esprit sportif veut qu'il y ait une main d'applaudissement pour saluer son retour et lui souhaiter bonne chance. Tu veux
quand tu veux gagner, tu veux battre les meilleurs joueurs adverses. Là. Tu veux pas qu'ils sortent pour des raisons de blessure. Mais il y avait peut-être un peu de soulagement là-dedans. Je pense que peut-être les gens connaissent aussi l'importance de Thompson pour les Capitals. Et je ne sais pas si c'était pas la première fois que je voyais ça, un joueur sortir en raison de blessure et qu'il se fasse chahuter. Je me souviens pas avoir vu Ouais. ça au Centre Bell déjà. C'est rare. En même Moi, temps, ça m'a frappé, en tout cas. ben, et pour cause. Puis en même temps, comment dire, le Canadien a absolument rien. Il n'y a aucun joueur du Canadien qui a quelque chose à se reprocher là-dedans. Donc, bon, c'est bien plate, là, mais c'est ça, c'est les séries. L'esprit sportif, là, l'an prochain, au mois d'octobre, peut-être. Et Marc-Antoine, tu peux toujours poser des questions. Hein? Tout le monde peut poser des questions. Il n'y a personne qui a le bâton, là, comment dire, à lui seul. Hein, c'est samedi matin. Ouais, ça va, la machine va se mettre en marche. Je veux revenir sur Xhekaj. Je peux pas croire que c'est juste ça. C'est ça qui s'est passé. On a habillé Arber Xhekaj. Expliquez-moi pourquoi Tom Wilson va lui parler. À quel point est-ce que c'est comme si soudainement, c'est ça donne de l'importance à tout ça. Alors que, est-ce que c'est si important? Je sais que j'avais des doutes avant que, quand on en parlait avec Alex, là, est-ce que ça changerait quelque chose si Xhekaj était là? J'en reviens pas à quel point est-ce que ça a tout changé? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ça a tout changé. Moi, je pense pas. OK. Honnêtement, j'ai l'impression que ça participe, c'est une décision parmi plusieurs autres, mais c'est un moment où le Canadien, en tant qu'équipe, était obligé de s'élever. C'était marche ou crève. Là. À 0-3, là, il y a tellement peu d'équipes dans l'histoire de la Ligue nationale qui sont revenues d'un déficit comme celui-là qu'il fallait que le Canadien s'impose. Il fallait qu'il sorte son meilleur match. Nick Suzuki avait dit après la deuxième rencontre, les Capitals n'ont pas encore vu notre meilleur hockey. Il fallait le sortir, notre meilleur hockey. Puis ça, que Xhekaj soit dans l'alignement ou non, ça devait se produire. Fait qu'il y a une multitude de facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Martin parle du premier trio. Il parle de Anderson. Je pourrais rajouter Gallagher qui n'a pas perdu une seule bataille le long des rampes durant tout ce match-là. Ça a été vraiment un effort collectif. Même dans des minutes limitées, on a vu Heinemann. Armia a joué son meilleur match depuis longtemps. Tu sens qu'il est, il est plus à l'aise. Il a gardé le contrôle de la rondelle beaucoup plus longtemps qu'on l'a vu au cours des dernières semaines. Alors, je pense qu'il y a eu... L'effet de Xhekaj, c'est pas ce qu'il a fait lui-même sur la patinoire. C'est peut-être qu'il a contribué comme un gardien de but dominant qui calme son équipe. Peut-être qu'il a contribué à quelque part au fait à moduler la température de la pièce pour le reste de son équipe puis à se dire si jamais ça chauffe, on sait qu'il est là. Alors, il est un protecteur et le fait de l'avoir dans les rangs de l'équipe, peut-être que ça a contribué à l'apaisement de ses coéquipiers, mais je ne pense pas personnellement que c'est sa présence, présence après présence qui a changé quoi que ce soit à ce niveau-là. Il a été bon, mais entre lui et Jayden Struble, je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une grosse démarcation. C'est que les meilleurs joueurs du Canadien se sont levés de la manière dont ils avaient besoin de se lever pour ce match-là. Écoute, moi, je pense pas que c'est la seule présence de Xhekaj qui a tout changé, mais je pense que c'est un facteur. Je pense que le Canadien est une équipe où on retrouve plusieurs joueurs qui sont pas à l'aise quand le jeu devient très abrasif et très robuste et qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui se font pourchasser et malmener. Je n'accordais pas autant d'importance à l'intimidation, je vous dirais. Avant d'écrire la biographie de Gilles Lupien, j'ai eu de longues conversations avec lui à ce sujet-là, la façon dont lui abordait ça, l'importance, l'espèce de joute mentale qu'il jouait avec ses adversaires intimidateurs dans les autres équipes pour prendre le dessus du pavé puis assurer ses coéquipiers qu'il allait pouvoir travailler l'esprit en paix. Les rencontres qu'il y avait avec ses coéquipiers qui venaient le voir et qui disaient « Écoute, il y a des fous de l'autre côté ce soir puis il faut que tu t'occupes de ça. » Alors juste, moi je trouve qu'on a vu, il y a des gars chez les Capitals de Washington qui prenaient des libertés, qui n'ont pas un statut de dur dans la Ligue nationale et qui prenaient des libertés aux dépens des joueurs du Canadien qui n'auraient pas dû prendre et qui ont été plus effacés hier dans le match. Wilson, on le sait,
ça va être un dur à tous les matchs, puis il va brasser la soupe, puis il va être dans le trafic. Mais quand tu vois des gars comme Brandon Duhem, puis Connor McMichael, puis Nick Dowd, puis il y en avait plusieurs, des joueurs comme ça là, qui malmenaient des joueurs du Canadien, ils ont été un petit peu plus effacés dans le match d'hier. Puis l'intimidation, c'est pas nécessairement le fait de devoir aller mettre à mal un adversaire, de se battre dans ce match-là. C'est juste que les joueurs adverses sachent qu'il y a un gars de l'autre côté qui a une détente suffisamment courte qui peut péter les plombs n'importe quand puis venir te chercher si tu dépasses les limites. C'est juste l'intimidation, c'est ça, c'est de la prévention dans le fond. Et Tom Wilson, il effraie beaucoup de monde dans la Ligue nationale parce que il n'est pas fou à tous les matchs, là, mais il a fait tellement de choses épouvantables puis qu'ils savent que cette possibilité-là existe. Fait que moi, écoute, je ne sortirais pas de l'alignement et je pense fondamentalement que c'était écrit dans le ciel avant le premier match de cette série-là que les Capitals allaient brasser le Canadien et que Xhekaj aurait dû être là dès le départ. Mais c'est juste mon opinion. Mais ce qu'on a vu hier invite à poursuivre l'expérience. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis le fait qu'il soit entré dans la série aussi dans un contexte où le reste de l'équipe était à son mieux, lui, probablement que ça a diminué la pression sur son cas personnel. Lui, on a parlé beaucoup de l'inexpérience des joueurs du Canadien en séries éliminatoires, de tous ceux qui n'en avaient jamais vécu un auparavant. Lui, c'était son premier match éliminatoire en carrière. Ça aurait pu être un moment extrêmement stressant pour lui, surtout peut-être la pression de la foule. Quand il a sauté sur la glace pour sa première présence, il y a eu une salle d'applaudissements dans les gradins. Oui. C'est juste, les gens étaient contents de le voir. Et je pense que là où il a réussi son mandat, c'est que d'une certaine manière, il a réussi à être la présence que décrit Martin, mais en même temps, il est resté dans ses limites, puis il n'est pas tombé dans des pièges que lui tendaient les Capitals. Il est demeuré très discipliné dans tout ça. Et puis, finalement, c'est Josh Anderson qui s'est occupé de Tom Wilson, mais je pense que s'il choisit bien ses clients, puis Wilson en est un bon, mais ça pourrait être un autre joueur clé, ça pourrait être, je sais pas moi, Pierre-Luc Dubois, peu importe, mais il est quand même le 6e défenseur du Canadien. Si à un moment donné, dans un match, il doit se prendre au collet d'un joueur des Capitals, puis retirer de la formation pour quelques minutes un attaquant top 6 des Capitals ou un défenseur top 4, quelqu'un qui, dans la hiérarchie, a plus d'impact sur un match que lui, ce serait très payant pour les Canadiens. Fait que, hier, Anderson puis Wilson, avec la qualité du jeu qu'offre Anderson, c'était un échange. C'était les deux équipes perdaient un bon joueur, mais Xhekaj pourrait aussi faire une espèce de retrait stratégique de cette manière-là. Mais c'est ça, j'ai aimé le fait que, en plus de sa présence intimidante, il a fait preuve d'une discipline, il est resté dans ses limites. Puis ça, quand il fait ça, il réussit à gagner la confiance de Martin Saint-Louis. C'est quand il veut trop en mettre, puis qu'il se place dans des positions difficiles, soit qu'il écope de punitions inutiles ou qu'il se met hors position pour frapper des gars, puis ça crée des surnombres, des chances de marquer. C'est là que ça fait mal aux Canadiens. Alors, quand il reste dans ses limites, c'est merveilleux. Puis s'il avait joué tout le temps comme il a joué hier, il n'aurait pas perdu son poste. Fait que, il risque de le garder là. Ouais. Puis juste pour revenir rapidement sur l'épisode entre Anderson et Wilson, moi j'ai vu ça hier comme un message de Anderson à ses coéquipiers aussi. Tu sais, ce gars-là prend beaucoup de place sur la patinoire, puis Anderson a dit, il y a un historique premièrement avec Wilson, ça fait longtemps qu'ils s'affrontent, ils se sont coltaillés souvent dans le passé, mais c'est comme s'il avait dit, écoutez, je vais m'occuper de toi, mon homme, personnellement. Puis, encore là, Anderson est important pour le Canadien, mais je pense que Wilson est encore plus important pour les Capitals. Fait que si ça arrive comme ça plusieurs fois dans la série, ça va être à l'avantage du Canadien. Bon, laissons Xhekaj et la rugosité un instant. J'allais encore être méchant avec cette transition. Je vais me censurer moi-même. Mais qui
aurait pensé que de soulager cette équipe-là de Patrick Laine, ça aurait ces effets-là, sur le plan offensif. Qu'est-ce qu'on sait, là? Il serait blessé, il est blessé. Bref, là où je veux en venir, c'est est-ce que on le reverra pas? Va-t-on le revoir? Voilà. Ben écoute, tant que le Canadien gagne, que Laine soit blessé ou non, qu'il soit blessé sérieusement ou non, tant que le Canadien gagne, Martin Saint-Louis, peu importe le profil de Patrick Laine, a beau jeu de dire on est sur une lancée avec la formation qu'on a présentement sur la glace, je ne change rien. Ça vaut pour Laine, malheureusement, ça vaut pour Jayden Struble aussi. Alors, si à un moment donné, si tu identifies que Patrick Laine pose problème d'une certaine manière, puis que là, il y a cette histoire de blessure qui ressort, ben, l'entraîneur-chef saute sur cette opportunité-là, puis finalement l'utilise comme ben, pas comme excuse, mais en fait comme justification. Ouais. Alors, est-ce qu'on va le revoir? Le problème, il y a une décision de coaching là-dedans, mais il y a une décision au niveau de la gestion à plus long terme de l'équipe, parce que j'ai l'impression que si tu dis on continue dans ces séries éliminatoires-là sans Patrick Laine, tu franchis le Rubicon avec lui un petit peu. Parce que l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis OK, ben là, on va. Est-ce que aller dans cette direction-là, c'est faire un désaveu complet de Laine, de dire nos meilleures chances de gagner en séries éliminatoires, c'est quand il n'est pas là. Si tu en arrives à cette conclusion-là, ben, il y a des gestes qui vont devoir être posés cet été. Alors, c'est pour ça qu'à mon sens, il y a un enjeu au 7e étage également. Ouais, intéressant. Tu sais, on s'entend, si Laine n'arrive pas dans l'alignement au début du mois de décembre, il ne marque pas tous ses buts, un avantage numérique, et probablement que le Canadien ne participe pas aux séries. Il y a des joueurs qui s'effacent, qui s'effacent ou qui sont moins performants en séries éliminatoires. Je ne sais pas si Laine n'est pas blessé depuis un bout de temps. Il a perdu beaucoup de son efficacité au cours des dernières semaines, depuis le début du mois d'avril. Là, quand le Canadien est entré dans la phase des matchs importants, il a été plus effacé que jamais, on l'avait vu durant la saison. Mais là, la job d'un entraîneur à ce moment-ci de la saison, c'est un peu comme être un chirurgien qui opère un patient. Là, ton travail, c'est de retirer tout ce qui nuit à la survie de l'organisme. S'il faut que tu fasses l'ablation du foie, tu fais l'ablation du foie. S'il faut que tu fasses des pontages, tu fais des pontages. Mais tous ceux qui nuisent à la survie du patient, m'excuse, mais tu t'en vas avec les déchets biologiques, puis on continue avec le reste. Alors, l'équipe a été nettement plus performante à Washington quand on a assis Laine sur le banc et qu'on a changé la formation. L'équipe a été nettement plus performante dans ce match-là. Le Canadien, en passant, vient de remporter 4 périodes de suite dans cette série-là et dominer 4 périodes consécutives. C'est un gros changement de momentum, ça aussi. Alors là, tu peux pas arriver et dire, OK, finalement, on va revenir avec la situation qu'on avait quand ça allait mal. Et les joueurs de hockey comprennent ça. Habituellement, ce sont des professionnels. Puis si Laine est juste blessé légèrement, mais qui en profite pour soigner sa blessure et travailler fort à l'entraînement, puis se préparer à revenir, puis avoir un impact quand il y en a un autre qui va tomber. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Oui, puis si on peut rajouter à propos de son lancer, on l'a vu dégainer son lancer frappé beaucoup moins souvent au cours des dernières semaines. Puis on dirait que c'est même. Il y a de la difficulté à faire une pleine extension, on dirait. Souvent, on voyait Laine décocher des tirs frappés qui battaient le gardien adverse dans la partie supérieure, la partie éloignée du filet. Puis on dirait qu'il y a de la difficulté à terminer sa motion pour se rendre jusqu'au bout, puis faire en sorte que la rondelle se rende jusque-là. On est beaucoup plus du côté rapproché, du côté bas également. Je ne sais pas si ça a à voir avec le fait que avoir un gardien de but droitier comme Logan Thompson et comme Charlie Lindgren également, c'est un rare duo de gardien de but droitier. Si ça change quelque chose dans la façon dont les tireurs essaient de les déjouer, mais ça fait un bout de temps déjà là, que tu sens que Laine, son lancer n'est pas à point. Puis, l'autre élément par rapport à ça, c'est qu'au niveau de la cadence de jeu, à 5 contre 5, il tirait un peu vers le bas. Parce que même là, il s'est annoncé que c'est une blessure au haut du corps, selon le Canadien.
qui fait en sorte qu'il fait l'objet d'une évaluation quotidienne. Mais au bas du corps, tu regardes la façon dont il avance. Est-ce que ce gars-là s'est complètement remis de sa blessure au genou, puis il est revenu avec à la fois avec une puissance dans les jambes, puis avec un niveau de conditionnement physique satisfaisant qui faisait en sorte qu'il pourrait être suffisamment explosif sur patin. Chose certaine, son explosion n'est pas là, puis sa cadence de jeu a tiré son trio vers le bas. Puis là, il a suffi qu'il soit remplacé par Jake Evans hier. On l'avait vu évidemment en troisième période également dans le match précédent. Mais tu sais, Alex Newhook a semblé beaucoup plus à l'aise dans son jeu. Ivan Demidov, c'était le jour et la nuit. Puis ben là, Jake Evans, même si c'est un gars qui ne produit pas énormément à 5 contre 5, il a quand même une conscience défensive qui vient s'ajouter à ce trio-là et qui apporte aussi une assurance qu'au cercle de mise en jeu, peut-être en zone offensive, tu vas avoir un gars qui va gagner plus de mise en jeu qu'Alex Newhook. Donc, je trouve que le Canadien n'est pas du tout perdant au change à 5 contre 5 de remplacer Laine par Evans. Là. Ni un avantage numérique, honnêtement, Non. compte tenu du niveau de performance de Laine ces derniers temps. Mais là, pour la première fois, tu regardes les bons avantages numériques dans la Ligue nationale en général, là, ils ont une menace des deux côtés. Tu as la formation parapluie, tu as le corps arrière qui est près de la ligne bleue au centre de la patinoire, puis qui distribue les rondelles soit à gauche, soit à droite. Et habituellement, tu as deux gars qui ont des tirs sur réception, qui sont capables de marquer de ces endroits-là. Là, on était très dépendant de Laine, mais là, en insérant Demidov, puis en utilisant Caulfield de l'autre côté, là, tu as deux gars capables de marquer des buts là, de chaque côté. Tu as Suzuki qui est une espèce de joker qui peut se promener d'un côté ou l'autre, distribuer des rondelles, qui peut tirer de l'enclave, qui peut permuter avec n'importe quel de ces joueurs-là. Et tu as Slavkovski qui est un monstre, qui peut travailler près du filet, qui prend de plus en plus confiance. Moi, je pense hier, c'est son meilleur match depuis qu'il est dans la Ligue nationale qu'on a vu de la part de Slavkovski. Il a été extrêmement bon. Fait que ça change. Ça rend l'insertion de Demidov comme tireur sur le flanc droit rend l'avantage numérique beaucoup plus menaçant, beaucoup plus imprévisible. Et c'est ce qui tuait, je pense, le Canadien depuis plusieurs semaines. C'est qu'on était devenu dépendant de Laine et qu'on n'utilisait plus beaucoup Caulfield sur cette unité-là. Oui. Ce qui était, comment dire, j'allais dire troublant, calmons-nous, là, mais ce qui était difficile à comprendre, disons ça comme ça. Tu as parlé de momentum tout à l'heure, Martin, puis on va clore là-dessus. C'est c'est le réveil de qui? Là, évidemment, le Canadien a montré autre chose, mais est-ce qu'il y a du potentiel que ça pique les Capitals? Bref, où est-ce que vous voyez le momentum aller? Parce que c'est quand même... Ils n'ont pas perdu, les Capitals n'ont pas perdu en prolongation là, un match qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Là. Ils se sont fait vraiment... C'est ça, c'est un réveil. Là. Fait que je ne sais pas s'ils vont l'entendre. Ah, écoute, c'est une question intéressante. Moi, je pense pas que les Capitals, Spencer Carberry, après le match, disait il disait qu'il n'était pas tout à fait satisfait de l'effort de son équipe. Je pense pas que les gars ont joué à 90% hier chez les Capitals. Je pense qu'ils ont fait face à des adversaires qui ont vraiment sorti 60 minutes d'effort constant là, par opposition à une période dans les deux premiers matchs. Et je pense pas que les Capitals ont joué à moins que 100% dans les deux premiers matchs aussi. Fait que probablement qu'ils vont essayer d'arriver avec une performance tout feu, tout flamme dimanche pour essayer de retourner chez eux avec une avance de 3-1. Mais si le Canadien maintient ce niveau-là, puis que l'identité des gardiens n'est pas la même, je ne pense pas qu'ils puissent se réveiller plus que ce qu'ils ont à faire, les Capitals. Je pense pas ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire et c'est une très bonne équipe de hockey. Là, le Canadien vient de montrer qu'il est capable de jouer à ce niveau-là. Et l'identité des gardiens va probablement être un facteur. Fait que je pense que la balle est dans le camp du Canadien, honnêtement. S'ils sont capables de livrer un deuxième match comme ça, consécutif, les Capitals, ils vont commencer à réentendre parler de 2010 s'ils perdent ce match-là. Ouais. Ouais. Moi, je pense que ça m'a frappé hier de voir que la gestion du Canadien dans sa zone était supérieure à ce qu'on a vu dans les deux premiers matchs. C'était un petit peu fragile encore en première période parce que quand
quand la première sortie de zone était ratée, il y avait encore du mouvement circulaire, puis les présences en zone offensive des Capitals se prolongeaient, ce qui a été beaucoup moins le cas dans les 40 dernières minutes de jeu. Mais même si les Capitals parvenaient à passer du temps en zone du Canadien en première période, il n'y avait pas vraiment de tir de l'enclave qui était décoché par les Capitals. Le Canadien avait dominé à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a comme... Le CH va être à l'aise avec le fait de laisser les Capitals tirer de l'extérieur, de faire en sorte que le gardien puisse arrêter des tirs dans des d'angles qui sont défavorables pour les Capitals. Mais Washington a eu beaucoup plus de difficultés à pénétrer l'enclave hier puis à menacer autour du filet. Donc ça a été un ajustement important apporté par l'aspect défensif du Canadien. Mais peut-être que ça, c'est un aspect du jeu où Spencer Carberry peut se dire comment ça se fait que non seulement on gagnait nos batailles le long des rampes dans les 2 premiers matchs, mais on réussissait aussi à s'implanter devant le filet adverse. Pourquoi on ne l'a pas fait dans le 3e match? Certainement qu'il va regarder à faire des ajustements de ce côté-là. Fait que ça, c'est au plan tactique. Maintenant, tu poses la question à savoir est-ce qu'il y a le réveil de quelqu'un en particulier? Martin a dit que c'était une excellente question. Mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'y reviens. C'est que je trouve, je veux te mettre en valeur. Bonne chance. mais tu sais, on a beaucoup vu Jacob Chychrun, vraiment une grosse menace offensive. John Carlson a été un peu plus discret, même s'il joue abondamment. Fait que peut-être que c'est l'impact offensif de Carlson, on pourrait le sentir davantage pour la suite de la série. Mais du côté du Canadien, ceux qui devaient être plus visibles l'ont été dans le 3e match. Fait que pour Slavkovski, d'abord et avant tout, pour Hudson qui est un peu libéré de son joug, moi je pense que ces 2 gars-là en particulier, c'est s'ils maintiennent la cadence puis ils continuent d'être, entre guillemets, libérés pour la suite de la série, ça pourrait faire pencher la balance. Mais le défi de Slavkovski, c'est pas ce que l'autre équipe l'empêche de faire. C'est ce que ses propres démons intérieurs, des fois, sa propre approche au match. Des fois, il se met à bougonner entre les 2 oreilles, puis tu sens que ça devient plus frustrant pour lui, puis les choses ne marchent pas à son goût. Alors, s'il va chercher un peu plus de constance à ce niveau-là, puis qu'il s'inspire de sa performance dans le 3e match pour la suite des choses, je pense que ça pourrait faire la différence. Mais sinon, tu as des clients comme Anderson, Gallagher, ceux qui, en guillemets, doivent amener l'équipe dans leur sillon, ceux qui... Martin Saint-Louis utilise l'expression en anglais « brings the others to the fight ». Ben c'est ça, amener les autres dans la bataille. Anderson, Gallagher le font. Alors, tu sais, tu as plusieurs gars qui ont déjà coché leur liste d'épicerie, puis ils ont rempli leur mandat déjà. T'sais. Il y a Mike Matheson, peut-être, qui aussi peut peut-être en donner plus, mais sinon, de façon collective, hier, ça a été... Tu peux difficilement demander mieux de la part du Canadien face à un adversaire de cette trempe-là. Bon, ben c'est ça qui est ça, les gars. Match numéro 5 mardi. On commence, c'est celui-là qu'on ajoute. Comme on fait en ce moment, on sera là au lendemain du match de dimanche. Mercredi, le match numéro 5. Ah, merci Martin. Ah, bon, mais ils ne suivent pas la cadence des 2 jours, ça va profiter, ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être une question pour plus tard dans la série, mais on s'inquiétait un peu du niveau d'énergie du Canadien. Ça n'a pas hier, ils en ont laissé beaucoup remarquer, là, mais ils en avaient pas mal. Alors, je disais, on ajoute ce match-là, mais comme on le fait depuis le début de cette série, on publiera ici sur YouTube et aussi, c'est pas toujours égal là, sur OHDO, c'est encore 2 fois par semaine, mais on sera là donc lundi, même chose là, pour revenir sur ce match numéro 4, match qui a le potentiel là, d'être... qui a bien du potentiel. Je l'ai dit qu'il a le potentiel d'être pivot, mais qui a le potentiel d'être bien des affaires. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup, mon vieux. Toi, ton réveil, c'est ça, ton réveil ce matin, il a fallu... même chose pour moi, là, mais c'était un bon réveil. Ton réveil est là. Oui, absolument. Merci, Marc-Antoine.
Ça me fait plaisir. À ce temps-ci de l'année, j'ai l'habitude de dire « Tantôt est un autre jour ». C'est ça, exactement. Puis on s'en reparlera cet été. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Bonne journée, messieurs. Bonne fin de week-end et on se reparle lundi. Excellent. Un gros merci au Mixmaster Souli qui est à la barre de la signature de cet épisode ce matin, aujourd'hui. Merci beaucoup, Souli. Je m'appelle Alexandre Coupal. Une bonne journée, un bon week-end, puis un bon dimanche surtout. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.